Pascal Boniface, bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de Relations Bonjour. internationales et stratégiques. Parmi vos nombreuses publications, je renvoie à l'année stratégique 2026, Le Monde face à la révolution Trump. C'est chez Armand Collin. Alors effectivement, Trump, il en est largement question sur ce dossier moyen-oriental. C'est lui qui impulse ce plan de paix. De toute façon, ça ne pouvait venir que de lui, puisque c'est l'allié de Benyamin Netanyahou. Mais on le comprend aujourd'hui, il y a un équilibre. Et d'ailleurs, peut-être ne s'attendait-il pas à cette réponse aussi rapide du Hamas. Vous allez nous le dire. Benyamin Netanyahou, il y a un équilibre difficile à trouver pour lui. Il veut l'anéantissement total du Hamas, mais il ne peut pas passer à côté de l'occasion de pouvoir ramener les otages vivants ou tués par le Hamas chez lui. Non, surtout que pour la première fois, il a un président américain en face de lui qui exige quelque chose. Biden a tout passé à Netanyahou pendant des années. Il protestait contre les frappes, il voulait envoyer de l'aide humanitaire que Netanyahou refusait de recevoir et Biden ne faisait rien. Et là, Trump, on dit que en fait, l'ultra narcissique Donald Trump sert au moins quelque chose parce que il veut quelque chose et il va imposer à Netanyahou des choses que Netanyahou ne voulait pas accepter. C'est la première fois depuis peut-être George Bush père qu'un président américain va imposer quelque chose à un premier ministre israélien et c'est ça qui change complètement la donne. Normalement, il y avait une très forte entente entre Trump et Netanyahou. Netanyahou pensait qu'avec Trump au pouvoir, il serait tranquille, qu'il n'y aurait même plus les condamnations verbales de Biden, mais les condamnations verbales de Biden ne restaient que verbales. Là, Trump, en fait, il met son poids dans la balance. Et bien sûr, et ce qui est surtout notable, c'est que le Hamas, en fait, a répondu oui, mais à son plan, et que Trump a retenu le oui, mais pas le mais. Et donc, alors qu'auparavant, il ne l'aurait pas fait. Donc, Trump veut vraiment être celui qui change les choses. Et il désire, on le sait tous, le prix Nobel de la paix. Et en même temps, il a compris que s'il n'avait pas la paix à Gaza, ce rêve devenait impossible. Et donc, Trump, de façon très surprenante, est un game changer est un changeur de jeu sur le conflit du Proche-Orient, mais dans le sens de pression sur Israël que le premier ministre israélien ne s'attendait pas à avoir. Ce mais exprimé par le Hamas, c'est notamment la question de son désarmement. Le Hamas y est bien évidemment opposé. Alors je réédite ma question. Comment obtenir le désarmement et la disparition du Hamas, mais ramener les otages en Israël? En fait, on peut penser et espérer que les otages vont être bientôt libérés parce que c'est ça qui va amener le cessez-le-feu et que le Hamas ne peut pas refuser cela en étant ensuite responsable non seulement aux yeux du monde entier, mais également aux yeux de la population de Gaza, d'être ceux par lesquels les bombardements continuent. Donc on peut penser qu'il y a vraiment un solide espoir d'arriver au moins à une première phase mais qu'on aurait pu obtenir déjà il y a longtemps et qui avait déjà été obtenu par Biden, qui a ensuite été rompu par Netanyahou, qui avait été obtenu par Trump juste après son élection, qui a été une seconde fois rompu par Netanyahou, qui est libération des otages et cessez-le-feu. C'est ensuite, bien sûr, que les choses deviendront plus difficiles avec les difficultés sur le retrait israélien de Gaza et les difficultés que vous venez de signaler sur le désarmement du Hamas. Mais normalement, il y aurait une pression sur le Hamas et c'est vrai que finalement, le plan de paix qui se passe à la fois de l'autorité palestinienne et du Hamas pourrait libérer en fait les Palestiniens de deux choses qu'ils refusent. Bien sûr, si c'est pour confier les clés de la construction à Tony Blair, ce n'est pas une perspective très réjouissante, mais en tous les cas, on voit quand même que cesser le feu, libération des otages, on peut y parvenir très rapidement. Ensuite, les secondes étapes seront plus difficiles. Ce plan implique une ligne de retrait. On attend la réponse d'ailleurs du Hamas. Ça fait craindre le pire pour la population palestinienne. Ah, le pire, ils le vivent déjà. Et ce que vient de décrire Luc Bronner de façon très saisissante, avec non seulement, c'est de façon très pertinente qu'il a mis non seulement les conséquences actuelles, mais les conséquences futures. Mhm. C'est-à-dire que la guerre va continuer une fois qu'il y aura le cessez-le-feu, de par des conditions d'alimentation, d'hygiène et les blessures qu'ont subi cela. Mais effectivement, pour l'instant, le cessez-le-feu n'arrive pas. Le jour où il arrivera, ça sera quand même un soulagement pour la population palestinienne, mais il faut aussi qu'il y ait un accès massif à l'aide humanitaire. Et il y a aussi un retard très grand en termes de développement. Ceux qui ont souffert de la faim et qui ont été souffert gravement de malnutrition étant jeunes vont porter des séquelles très longtemps. On voit que Benyamin Netanyahou ait aussi subi la pression de sa coalition, pardonnez-moi. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite lui rappelle aussi, nous, il est hors de question qu'on n'obtienne pas l'anéantissement total du Hamas. Comment va-t-il pouvoir tenir avec cette pression, vous l'évoquiez tout à l'heure, en ouverture de Donald Trump qui veut absolument cette paix?
En fait, depuis déjà assez longtemps, depuis mai 2024, quand Biden était encore au pouvoir, Netanyahou résistait aux pressions américaines ou internationales en disant que pour lui, le soutien de Ben Gvir et Smotrich était plus important Hmm. que les pressions internationales et que les pressions de ces messieurs étaient plus fortes que les pressions internationales. Parce que les pressions internationales n'étaient jamais suivies de sanctions. Mais là, il ne peut pas se permettre de se fâcher avec le président américain, parce que si Trump coupe l'aide, et il en est capable, à Israël, Israël est vraiment dans une crise profonde. En 91, lorsque George Bush a menacé de ne plus garantir les prêts à Israël, Isaac Shamir a perdu le pouvoir et c'est Rabin qui est arrivé. Donc là, on a vraiment Trump, en fait, il est crédible quand il menace de sanctions Israël, alors que Biden ou même Obama auparavant n'étaient pas présents. Et je pense que dans le narcissisme de Trump, obtenir quelque chose que Obama n'a pas obtenu doit être une puissante motivation. C'est donc le Caire, hein, qui accueille ces négociations, indirectes pour celles-ci. On se demande quand on voit ces développements, c'est la question que l'on se pose depuis 2 ans à présent, où sont les pays arabes? Quel peut être leur poids? Je parlais de cette, ligne de retrait, de ce que ça peut préfigurer pour l'avenir à moyen terme pour, les Palestiniens. Quels peuvent être encore, leurs poids dans les décisions qui vont être prises? En fait, c'est vrai que les pays arabes n'ont pas joué un grand rôle, ni les pays européens d'ailleurs. Et donc, en fait, les pays arabes et les pays européens sont plus les payeurs que les joueurs dans cette affaire. Mais là, la frappe israélienne sur Doha était certainement l'élément de trop, parce qu'il y a quand même eu un Mmh. dispositif militaire très important américain au Qatar, et que les Saoudiens, les Émiratis se sont dit, mais est-ce qu'on peut vous faire confiance à vous, Américains, alors qu'on est frappé et que vous ne faites rien? Et que économiquement, ces pays pèsent beaucoup plus qu'Israël pour Donald Trump, à la fois d'ailleurs pour les États-Unis et pour lui personnellement. Et donc, on peut penser que finalement, Netanyahou est en train de payer le prix de sa frappe sur Doha. Comme déjà auparavant, il avait provoqué Trump qui commençait à négocier avec l'Iran en frappant l'Iran. Trump a été obligé de suivre. Et peut-être que là, Trump commence à se dire, c'est moi le patron, ce n'est pas Netanyahou. Il faut que je lui rappelle un peu les règles de façon assez brutale, mais qui peut être efficace.